Bonjour à tous. Voici la présentation du défi mini 2017, fait par Jean-Nicolas Tremblay, William Demel et Adam Dosti du Cégep de Thetford. Donc, le but du défi était de concentrer au minerai de zinc, la sphalérite, en ayant un rendement métal supérieur à 91%. Nous avions 12 heures pour faire le défi, et tous les équipements, les notes de cours et la documentation étaient permises. Avant le défi, nous avons fait une récolte d'informations concernant tous les divers procédés de séparation, de concentration et de broyage. Ensuite, nous avons fait un petit briefing de la démarche à suivre pour chaque période de 4 heures, ainsi qu'un plan de toutes les manipulations à effectuer. Donc, lorsque nous avons reçu notre matériel lors de la première période, notre première étape consistait à peser le 20 kg de matériel qui nous a été nécessaire pour le défi. Ensuite, pour obtenir une granulométrie plus fine, nous avons fait 2 étapes de concassage. Pour la première étape, nous avons passé le matériel au concasseur giratoire, ensuite au concasseur conique. Notre troisième étape consistait à prendre la masse volumique du matériel. Nous avons obtenu un résultat de 3,18 g par millilitre. Dans le bas de la feuille, vous trouverez un petit schéma de toutes les étapes du défi. Donc par la suite, pour analyser les teneurs initiales, on a utilisé un analyseur XRF qui nous a permis d'obtenir les différentes teneurs de tous les minéraux présents dans l'échantillon. Les principaux sont le zinc à 7,5% et le fer à 14,35%. Pour caractériser le minerai, nous avons pris un échantillon d'environ 50 g de matériel que nous avons lavé sur un tamis 80 microns pour enlever toute particule fine. Ensuite, lorsque l'échantillon fut sec, on l'a observé au binoculaire pour identifier tous les minéraux présents. Les minéraux que j'ai pu observer sont la sphalérite, qu'on reconnaît bien par sa couleur gris-brun, avec un éclat métallique. Ensuite, la pyrite, qu'on reconnaît bien par sa couleur dorée et sa forme cristalline cubique. Ensuite, la calcite, qu'on reconnaît par sa couleur blanc transparent et sa forte réaction à l'acide. Et ensuite, la dolomie, qui composait une très grande partie de la gangue de la sphalérite et qu'on reconnaît par une roche grise qui réagit faiblement à l'acide. La séparation d'un échantillon, c'est de quoi qui est très important dans le processus pour avoir un échantillon le plus homogène possible et représentatif. Donc, on a commencé par séparer notre 20 kg en 12 échantillons de 1,6 kg avec le diviseur à carrousel. Pour diviser des plus petites fractions, on a utilisé un diviseur à rifle. Ensuite, on a fait des tests de broyage. On a commencé à broyer avec un broyeur de 10 pouces qui tournait à une vitesse de 60 RPM avec une charge broyante de 10 kg et des échantillons d'environ 500 g. On a fait 4 tests, un à 5 minutes, un à 10 minutes, un à 20 minutes puis un à 30 minutes. Le but, c'était de déterminer le meilleur P80. On a aussi ensuite fait un test à 60 minutes, qu'on va voir plus loin. Pour chaque test, on a procédé à des analyses granulométriques avec les tamis qu'il y a écrit juste ici. On a utilisé un rotap pendant 10 minutes pour chaque granulométrie. On peut voir ici que toutes nos granulométries ne réussissent pas à atteindre le P80 à 80 microns. Même celui à 1 heure, qui est la courbe la plus élevée, ne réussit pas à l'atteindre. Donc on servirait de bord. On a décidé d'utiliser un plus gros broyeur avec une plus grosse charge broyante. Le plus gros broyeur, on pouvait rentrer 5 kg d'échantillons dedans avec 57 kg de charge broyante à une vitesse de 44 RPM. On a fait 3 tests, un à 20 minutes, un à 30 minutes, un à 45 minutes. Après toutes les analyses granulométriques qu'on a faites sur ces tests-là, on a déterminé que le 30 minutes, c'était suffisant. Comme on peut voir ici, la courbe du broyage à 30 minutes atteint un P80 de 75 microns, ce qui est amplement suffisant. Puis on peut voir aussi la granulométrie est beaucoup plus serrée que celle-là du petit broyeur. Pour ce qui est de la partie flottation du défi, on a commencé avec un remue-ménage et diverses informations qu'on connaissait par rapport à la flottation de la sphalérite avec une gangue de pyrite. Premièrement, on sait que la pyrite déprime à un pH élevé et on peut baisser son pH de déprimation avec l'ajout du cyanure de sodium.
Malheureusement, le cyanure de sodium est proscrit au cégep de Thetford, donc on n'a pas le choix d'utiliser une solution alternative telle que l'ion sulfite ou l'ion zinc, qui est utilisé dans l'industrie aurifère. Parfois, on effectue la flottation d'asphalérite en 2 flottations distinctes, avec l'activation de l'asphalérite avec du sulfate de cuivre. L'asphalérite autant que la pyrite flottent avec le même type de collecteur, soit un collecteur anionique. La première série de tests a été effectuée dans le premier bloc de 4 heures de laboratoire. On a essayé de procéder à une flottation en 2 étapes, c'est-à-dire on a essayé de faire une flottation sans activant, la première, avec seulement un ajout de xanthate pour faire flotter seulement la pyrite. Ensuite, dans notre rejet de cette flottation, on a décidé de rajouter du sulfate de cuivre ainsi que du xanthate encore pour essayer de faire flotter seulement l'asphalérite. Malheureusement, nos essais n'ont pas été très concluants puisqu'il y a eu une activation accidentelle de l'asphalérite. Environ 6% de notre zinc a flotté dans le concentré pyrite. Ça a vraiment fait baisser notre récupération, donc on n'a pas vraiment gardé nos résultats de notre première série de tests. Les réactifs utilisés durant notre première série ont été de l'activant, du sulfate de cuivre à 750 g/tonne, ainsi qu'un collecteur de xanthate à 200 g/tonne. Pour ce qui est du moussant, on a utilisé un Areofra 65, soit un polyglycol à 50 g/tonne. Le pH a été réglé à 10 à l'aide d'une solution de lait chaud à 10%. Pour ce qui est de notre deuxième série de tests, on a décidé d'effectuer un plan d'expérience pour voir l'effet d'un ajout de déprimant sur la récupération et sur la teneur de la pyrite. Ensuite, on a essayé de voir si on était capable de faire déprimer la pyrite seulement avec l'augmentation du pH. Donc, avec le plan d'expérience, on a pu constater que l'augmentation du pH de 9,5 à 10 a fait augmenter la teneur de 5,46%, tandis que le RM, lui, a été victime d'une hausse de 2,43%. Donc, on peut constater là, que notre augmentation du pH a vraiment réussi à faire déprimer la pyrite, a fait augmenter notre teneur beaucoup. On voit qu'à l'essai 3, on a atteint presque 31% de teneur. Pour ce qui est de l'ajout d'un déprimant, on voit aussi que ça a fait augmenter la teneur de 5,54%. Donc on voit que le déprimant plus le pH, c'est vraiment ce qui nous a donné le meilleur résultat pour ce qui est du premier plan d'expérience. La troisième série de tests a été effectuée dans le but de perfectionner la teneur et le rendement métal de l'essai 3, notre meilleur essai qu'on a eu dans notre deuxième série de tests. En fait, qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans cette série-là? On n'a pas procédé par plan d'expérience, on est allé par essai aléatoire pour essayer de toucher le plus de variables possibles. On a essayé de changer le pourcentage solide. On pensait qu'en ayant un pourcentage solide plus faible, on allait augmenter notre teneur de concentré. Malheureusement, on voit que notre teneur de concentré est un petit peu plus élevée quand notre pourcentage solide est plus faible, mais on n'a vraiment pas augmenté notre teneur en haut de 31%. C'est sûr qu'on a modifié aussi le temps de concentration, le temps de flottation, aussi la concentration d'activant et la concentration de collecteur au courant de notre flottation pour essayer de faire augmenter le rendement métal. C'est sûr que là, ça a réussi. On voit que dans notre essai 12, on a un rendement métal de 98,24%. C'est sûr que notre teneur, par contre, est plutôt faible. On voit dans notre troisième série de tests que le rendement métal de 91% est vraiment atteint. Par contre, comme on avait prévu une augmentation de la teneur en haut de 31%, on voit que nos différents changements de paramètres ont seulement fait descendre la teneur. Ici, on peut voir un court vidéo d'un essai typique de flottation. On a préalablement ajouté les réactifs à notre essai. On a commencé par ajouter le déprimant en premier lieu avec un temps de conditionnement de 5 minutes. Ensuite, on a ajouté l'activant avec un conditionnement de 10 minutes, le CuSO4. Ensuite, on a ajouté le xanthate avec un conditionnement de 3 minutes, ainsi que le moussant 2 minutes avant de partir la réaction. On peut voir à droite la sonde à pH, qui est réglée à un pH de 10, ainsi que la mousse du concentré, qu'on peut très bien voir, une mousse épaisse là, due au polyglycol, l'Areofra 65, qui fait une mousse plutôt épaisse qui permet d'avoir une bonne récupération de la sphalérite. On voit aussi à la couleur de la mousse que notre concentré de sphalérite est plutôt riche en fer. On voit sa couleur brunâtre, ainsi que on voit que la présence de pyrite est pas vraiment présente là, dans notre concentré. On voit pas l'effet brillant métallique doré de la pyrite.
Ensuite, l'interprétation des résultats. On peut voir à notre tableau à gauche, le tableau des résultats, la teneur en fonction du rendement métal. On peut voir que pour chacun de nos essais, le rendement métal, l'objectif de 91% a été atteint. Donc, on a décidé de choisir l'échantillon avec la meilleure teneur. Donc, on est allé avec l'essai 3 qu'on a envoyé au Corem avec une teneur de presque 31%, avec une récupération de 92,4%. Donc, notre objectif de rendement métal était atteint et c'est vraiment notre meilleure teneur, là, sans aucun doute. On peut voir aussi dans ce tableau que, comme on avait prévu augmenter la teneur de cet essai lors de notre troisième série d'essais, on a essayé de diminuer le pourcentage solide. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. Et puis, on peut voir les résultats dans ce tableau là, avec notre essai 7, où on voit que notre teneur diminue beaucoup quand on était supposé l'augmenter. On a rencontré plusieurs problèmes lors du défi. Premièrement, notre mauvais choix de tamis a fait en sorte que on avait plus de 20% retenu sur notre première tranche granulométrique, donc on ne pouvait pas calculer le P80. À part en recommençant au complet avec différents tamis, on n'a pas pu régler notre problème autrement. Ensuite, c'est sûr qu'il y a eu un broyage trop long, une granulométrie trop étalée pour ce qui est de notre premier broyeur 10 pouces. Ça nous prenait presque 90 minutes pour atteindre un P80 de 80 microns. Donc, on a décidé de se retourner et d'aller vers le broyeur avec une charge broyeur plus élevée, un broyeur plus gros, avec une rotation un petit peu plus faible pour avoir une meilleure chute. Avec ça, on a vu qu'en 30 minutes, là, on avait beaucoup plus d'échantillons pour beaucoup plus d'essais de flottation. Ensuite, l'autre problème qui nous a le plus nui, je dirais, c'était le manque de temps pour les essais de flottation. On avait prévu au moins 18 essais de flotte, mais on a seulement pu en réaliser 12. C'est sûr qu'il y avait seulement une personne sur la flottation, puisque les deux autres coéquipiers étaient en exploitation et en géologie, donc ils ne pouvaient pas vraiment s'occuper de la flottation. Pour ce qui est de l'optimisation de la teneur aussi, lors de la troisième série de tests, on n'a pas été capable d'optimiser la teneur en haut de 31%, comme lors de notre deuxième série. Pour aller plus loin, si on avait eu plus de temps, j'aurais essayé de comparer les différents moussants, les différents collecteurs et les différents déprimants. Premièrement, j'aurais été avec un essai avec un MIBC pour essayer d'avoir une mousse plus sélective, essayer de réduire un petit peu le rendement métal puis d'augmenter la teneur. Ça aurait peut-être aidé à faire déprimer la pyrite. De ne pas faire flotter la pyrite dans la mousse là, quand traînait le polyglycol. Sinon, peut-être qu'avec un collecteur de dithiophosphinate aussi, ça aurait été plus sélectif et on aurait moins fait flotter la pyrite. Sinon, aussi, j'aurais aimé déprimer la pyrite avec un ion de zinc, puis comparer ça avec l'ion de sulfite, ou même les deux ensemble, voir l'effet que ça aurait sur la flottation. Sinon, durant la troisième série de tests, on a eu le temps, lors des essais aléatoires, d'ajouter un activant et un collecteur durant la flottation. J'aurais aimé aussi ajouter un déprimant au courant de la flottation, voir si ça n'aurait pas eu effet de faire augmenter la teneur de notre concentré. Sinon, pour aller plus loin, on aurait aimé déterminer la meilleure granulométrie de flottation avec différents essais, avec différentes granulométries, avec différents temps de broyage. Le P80 80 microns, c'est une donnée qu'on a trouvée dans la documentation. On a fixé notre P80 aux alentours de 75-80 microns. Mais on aurait aimé ça voir l'effet que ça aurait eu sur notre flottation. Pour nos sources, on a utilisé premièrement le livre Traitement du minerai par Serge Bouchard, un ancien enseignant du cégep de Thetford. Un manuel très complet qui nous a servi autant pour le plan de l'expérience que pour les différents tests de broyage. Sinon, on a utilisé Mining Chemicals Handbook de SciTech pour certaines recettes de flottation, mais principalement on a utilisé Handbook of Flotation Reagent de Bulatovic. Surtout pour voir un peu dans l'industrie comment ils flottaient la sphalérite et aussi pour certaines recettes. On a utilisé aussi le livre Roches et minéraux, un livre d'identification des minerais pour l'identification des roches au binoculaire. Merci beaucoup de votre attention.